Historique, presque du jamais vu dans toute l'histoire des marchés financiers. Que vous soyez passionné d'économie ou simple observateur de l'actualité, vous avez forcément entendu parler de l'énorme bombe qui a explosé le 2 avril 2024. C'est une première dans l'histoire. Jamais un président américain n'avait pris une décision aussi kamikaze pour ses propres marchés financiers. Avec la mondialisation, ce ne sont pas seulement les États-Unis qui tremblent, mais toutes les économies de la planète. Même les économistes les plus pessimistes n'auraient jamais pu imaginer l'ampleur des événements qui allaient se déclencher après ce 2 avril 2024. Un jour qui restera dans les livres d'histoire comme le point de départ de la pire guerre commerciale totale et brutale qui connut le monde depuis plus d'un siècle. Des droits de douane massifs sur plus de 57 pays. C'est un véritable coup de tonnerre sur les marchés financiers. Des plongées historiques des bourses mondiales, encore même plus violentes que celles de la pandémie de 2020. Les pays entiers montent sur le ring, bien décidés à riposter, et surtout un énorme risque de crise économique mondiale se profile, avec des répercussions potentiellement dévastatrices pour l'économie globale, les entreprises et les citoyens du monde entier. Face à ce chaos planétaire, une question brûle toutes les lèvres. Donald Trump est-il devenu complètement fou? Vient-il tout simplement de déclencher la chute de la domination financière américaine sur l'ensemble de la planète et par répercussion la pire crise financière mondiale de tous les temps? Ou au contraire, tout cela était-il prévu, orchestré, dans les moindres détails, avec un objectif bien précis derrière cette manœuvre ultra risquée? C'est exactement ce qu'on va tenter de décortiquer dans les moindres détails dans cette vidéo. On va repartir du point de départ, 2 avril 2024, et remonter toute la chronologie jour après jour, décision après décision. Le but, reconstituer le puzzle complet, comprendre ce qui a vraiment provoqué ce chaos mondial et surtout ce qui pourrait encore arriver dans les prochaines semaines. Alors, ce que vous allez voir pourrait bien changer votre vision de cette crise et de ceux qui la pilotent en coulisses. Ce fameux jour du 2 avril 2024, Donald Trump l'avait déjà annoncé auparavant et l'avait renommé Liberation Day, le jour de la libération où les États-Unis reprendraient selon lui le contrôle de leur souveraineté économique. Président dévoile alors au monde l'Executive Order 14257, un décret qui quelques minutes plus tard allait déclencher un véritable tsunami financier mondial. On voit Donald Trump fidèle à lui-même brandir un immense panneau noir intitulé Reciprocal Tariff, qui signifie tarif réciproque en français. Sur ce tableau, c'est 57 pays qui sont listés, étalés sur 8 énormes panneaux, et pour chaque pays, 2 colonnes. À gauche, c'est censé montrer combien ces pays taxent les produits américains. Colonne présentée comme la preuve ultime de l'injustice commerciale que Trump dénonce et la justification parfaite à ses yeux pour frapper fort. Et à droite, colonne choc, les nouveaux droits de douane que les États-Unis infligent en retour. C'est la version Trump frappe sèche et sans filtre. Tous les gens commencent à comprendre ce que ça signifie réellement, plus la stupeur se répand. Wall Street prend un coup en pleine tête et derrière, toutes les grandes places financières du monde s'écroulent. La claque est violente et le pire, c'est que ce n'est que le début. Scène de chaos à Wall Street, les écrans deviennent rouges, les indices boursiers dévissent de façon spectaculaire. C'est pas une simple correction, c'est un effondrement en temps réel. S&P 500, boum, moins 4,88% dès le lendemain de l'annonce. Comme si ça suffisait pas, il enchaîne avec moins 5,97% le 4 avril. L'une des pires chutes sur 2 jours de toute son histoire. Le Nasdaq, c'est encore plus violent. Moins 5,97% le 3 avril, suivi de moins 5,82% le lendemain. Les techs se font massacrer. C'est une véritable hémorragie. Et puis là, le chiffre tombe. 6 400 milliards de dollars de capitalisation boursière qui s'envole en fumée, disparu en quelques heures. C'est un choc historique. Tout le monde comprend quelque chose de très grave vient de commencer. Le tsunami se propage à une vitesse folle à travers toute la planète. L'Asie, par exemple, elle plonge même encore plus violemment. Le Hang Seng à Hong Kong décroche de moins 13,22%. Un véritable crack, sa pire chute depuis 1997. En Chine, l'indice de Shenzhen s'effondre de moins 9,66%, un record historique du jamais vu. Le Japon dévisse de moins 7,82% et à Taïwan, c'est une chute de moins 9,7%, la pire chute depuis que la bourse existe là-bas. Et comme si le chaos ne suffisait pas, Trump et la Maison-Blanche décident d'en rajouter une couche. Le 4 avril, 2 jours après l'annonce, ils balancent sur Truth Social
son réseau social Only the weak will fail. Seuls les faibles vont tomber. Et pour bien montrer qu'il ne tremble pas, se filme lui-même en train de jouer au golf à Mar-a-Lago, sa propriété luxueuse de Floride, pendant que le monde entier est secoué de plein fouet. Sommet de la provocation, il le franchit en direct à la télévision américaine. Face caméra, sourire en coin, il déclare « Tout le monde m'appelle, ils veulent tous me lécher le cul pour négocier ». Un véritable bras d'honneur au monde entier. I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. Et face à cette pression inimaginable, un seul pays ne flanche pas. Un seul reste droit dans ses bottes, prêt à répondre coup pour coup à chaque attaque de Trump. La Chine. Pékin ne recule pas d'un millimètre. Là où d'autres cherchent à négocier ou à temporiser, la Chine affiche une détermination glaciale. Premières heures suivant l'annonce des tarifs, elle promet des mesures fortes et immédiates et surtout, elle tient parole. Augmentation massive des droits de douane sur les produits américains, rétorsion ciblée sur les secteurs stratégiques US, suspension de contrats d'importation de plusieurs milliards et surtout, aucune tentative de dialogue, aucun appel, aucun signe d'apaisement. Et là, on aurait pu croire que le pire était passé. Mais non, non seulement Trump ne recule pas, mais il décide de frapper encore plus fort, persuadé qu'il tient là le coup fatal qui va faire plier Pékin et les mettre définitivement KO. Il annonce des droits de douane à 105% sur l'ensemble des produits chinois importés aux États-Unis. Alors là, c'est plus une taxe, c'est littéralement un véritable embargo. À ce moment-là, plus personne ne comprend où ça va s'arrêter. Les marchés vacillent encore plus, les analystes paniquent et les investisseurs sont à bout. Mais soudain, contre toute attente, le jeudi 9 avril, l'imprévisible Donald Trump sort une carte que personne n'avait vu venir. Nous sommes maintenant le 9 avril, soit une semaine jour pour jour après le déclenchement du chaos. À ce moment-là, même les meilleurs traders, plus grands fonds, les investisseurs les plus aguerris, personne, absolument personne n'aurait pu imaginer que ce jour allait entrer dans l'histoire, non pas pour une nouvelle chute, mais pour l'une des progressions haussières les plus spectaculaires jamais enregistrées sur les marchés mondiaux en une seule journée. Alors que le monde financier retient son souffle, Trump surgit avec un retournement aussi brutal qu'inattendu. Il lâche une deuxième bombe, une pause de 90 jours sur l'application des nouveaux droits de douane. Tous les pays concernés sont temporairement épargnés, sauf un, son adversaire principal, son obsession stratégique, la Chine. Et les marchés réagissent immédiatement, c'est une véritable détonation haussière. Le S&P 500 bondit de plus 9,5% en une seule séance, une envolée historique, du jamais vu depuis la crise de 2008. Le Nasdaq, lui, explose littéralement de plus 12,16%. Une poussée spectaculaire portée par les géants de la tech, Apple, Amazon, Nvidia, qui reprennent à eux seuls des centaines de milliards de dollars de capitalisation en seulement quelques heures. Mais ce n'est pas tout, car 2 jours après, le vendredi 11 avril exactement, un autre mouvement vient semer encore plus de confusion. Trump finit par accorder une pause partielle, et cette fois-ci même à la Chine. Alors pas sur tout, pas sur l'ensemble des produits chinois, mais sur certains composants électroniques, clés comme par exemple les semi-conducteurs, toutes les pièces informatiques. Officiellement pour ne pas pénaliser les industries stratégiques américaines, mais peut-être était-ce en réalité le tout premier signe de faiblesse dans ce qui ressemble à la fin de la première saison d'une guerre commerciale économique brutale et sans pitié. Une guerre qui, soyons honnêtes, ne fait peut-être que commencer. Ok, maintenant qu'on a revu les faits, il faut comprendre pourquoi ça a pris une telle ampleur. Pourquoi cette décision a mis le feu au marché financier et qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Alors tout d'abord, pour comprendre le cœur du problème, il faut revenir à la base. Il faut revenir à ce qu'est réellement un tarif douanier et pourquoi, lorsqu'il est utilisé comme une arme, il peut provoquer un chaos mondial de ce type. Alors un tarif douanier, c'est tout simplement une taxe imposée par un pays sur les produits étrangers qui entrent sur son territoire. Autrement dit, quand une entreprise importe un produit depuis l'étranger, l'État décide de lui coller un pourcentage de taxe en plus. Et cette taxe ne laisse à l'entreprise que 2 choix possibles. Soit elle répercute le coût directement sur les consommateurs en augmentant les prix, soit elle absorbe le coût, mais dans ce cas, elle voit ses marges fondre. Et soyons clairs, 95% des cas, les entreprises choisissent de faire payer le consommateur, donc nous directement. Résultat, les prix montent, parfois même violemment, et tout le monde en paye le prix.
Et quand ça tombe soudainement sur 57 pays à la fois, et ben ça donne le 2 avril 2024. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le président de la première puissance mondiale aurait-il déclenché une guerre commerciale aussi brutale en sachant pertinemment que les consommateurs américains ne seront pas épargnés, qu'ils finiront par payer leurs produits du quotidien plus cher, voire même beaucoup plus cher. Trump est-il devenu complètement fou? Est-ce qu'il prend des décisions déraisonnées, impulsives, sans jamais mesurer les conséquences, comme le martèle en boucle la presse mainstream depuis des années? Ou alors est-ce cette même presse, ces experts autoproclamés qui commentent l'économie comme un véritable match de football, qui sont en train de passer complètement à côté de ce qui est en train de se jouer? Et si le vrai problème c'était pas Trump, mais la grille de lecture que tout le monde utilise pour essayer de le comprendre? Et si derrière ce chaos apparent se cachait en réalité un plan précis, cohérent, stratégiquement structuré, mais qui pourrait être compris, nécessite un changement total de perspective? Ce qu'on va essayer de décoder dès maintenant. Pour essayer de comprendre ce qui se joue réellement derrière la stratégie commerciale radicale de Trump, il faut repartir de la base, revenir en arrière, comprendre l'ancien monde, celui dans lequel les États-Unis régnaient en maître incontesté sans aucune menace à l'horizon. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis deviennent la superpuissance dominante de toute la planète. Ils sortent victorieux avec une économie intacte, un pouvoir militaire écrasant et l'arme atomique. Très vite, ils imposent leurs règles du jeu au monde entier. Établissement des règles du commerce international, création des institutions financières mondiales comme le FMI ou la Banque mondiale, installation de bases militaires partout sur la planète et surtout le dollar comme monnaie incontestable de réserve mondiale. Cette dernière pièce est capitale car tous les échanges se font en dollars. Si un pays veut acheter du pétrole, emprunter, investir, commercer, doit passer par la monnaie américaine. Et ça, c'est une arme de domination massive dont peu de personnes ont réellement mesuré l'impact. Dans les années 70, John Connolly, alors secrétaire au Trésor sous Nixon, lâche une phrase restée légendaire qui illustre directement cette idée. Le dollar, c'est notre monnaie et c'est votre problème. Car pendant des décennies, les États-Unis ont pu imprimer du dollar à volonté pour financer leur niveau de vie, leur guerre, leur déficit, sans craindre l'inflation ou la faillite. Et pourquoi cela ? Parce que le reste du monde avait constamment besoin de ces dollars pour faire tourner leurs économies. Et cela avait un gros prix à payer pour tous les autres pays. À chaque crise américaine, les pays étrangers subissent de plein fouet la volatilité du dollar. Lors des dévaluations, leurs réserves en dollars perdent instantanément de leur valeur. Et lorsqu'ils veulent se désengager du système, ils se retrouvent isolés, voire menacés. Et ceux qui ont tenté de s'en affranchir l'ont payé au prix fort. Car derrière la suprématie du dollar, il n'y avait qu'un seul véritable garant, la puissance militaire américaine, prête à tout pour imposer son billet vert comme la norme mondiale, même par la force s'il le faut. Saddam Hussein qui voulait vendre du pétrole en euros ou encore Kadhafi qui rêvait d'une monnaie panafricaine adossée à l'or en sont l'exemple parfait. Tous deux ont été éliminés et leur pays plongé dans le chaos en quelques mois. Et sans compter qu'en plus de leur pouvoir militaire et financier, les États-Unis disposent d'un autre levier, le soft power. Ils ont imposé leur culture à la planète entière. McDo, Coca, Netflix, Hollywood, Apple, Facebook, Google, à travers leurs entreprises, les films, leur mode de vie, les États-Unis ont exporté une vision du monde où ils sont toujours au centre. C'est un empire moderne, sans colonisation directe, mais avec une influence totale sur l'économie, la culture, la monnaie, même les valeurs. Le deal des Américains était clair. Accès au marché américain en échange d'un alignement géopolitique. Le monde acceptait les règles américaines en échange de stabilité et d'un accès au plus grand marché de consommateurs de la planète. Et ce système, Trump le déclare mort et enterré. Pourquoi ? Parce que l'empire coûte désormais plus cher, beaucoup plus cher qu'il ne rapporte. On parle d'un truc qui saigne de partout, une boîte en faillite, un modèle économique en train de cramer qui file tout droit vers une seule destination, la faillite financière totale. Et là, Trump, lui, c'est pas un politicien en costume bien repassé qui passe sa vie à faire des phrases creuses vides de sens. C'est un businessman, un vrai. Et ce qui compte pour lui, c'est une seule chose, la rentabilité. Et là, le constat est sans appel. La dette et le déficit américain sont à un niveau stratosphérique. 34 000 milliards de dollars. Un chiffre tellement démesuré qu'il n'a même plus de sens. Et chaque année, rien qu'en intérêts, ce sont plus de 1000 milliards de leur budget qui partent en fumée. Et c'est là que son slogan « America First » prend tout son sens. C'est le fil rouge de tout son plan.
tuer l'empire américain aujourd'hui obsolète pour refaire des États-Unis un véritable pays. Un pays prospère, recentré sur ses propres intérêts, un pays qui arrête de jouer les sauveurs du monde pendant qu'il se vide lui-même de l'intérieur. Et avec cette grille de lecture capitale, tout devient plus clair. On comprend pourquoi Trump n'a plus rien à faire de sauver la démocratie à l'autre bout du monde, son envie de retirer les troupes américaines à travers le monde, surtout quand ton armée n'a pas remporté une seule guerre depuis plus de 40 ans. Vietnam, Somalie, Afghanistan, Irak, Syrie, Ukraine, des fiascos à répétition et des milliards partis en fumée. Et à ce stade pour Trump, il n'y a pas 36 solutions. Il faut agir fort et vite, et brutalement. D'autant plus que le temps presse. Il le sait, les élections de mi-mandat approchent, il a à peine 1 an pour renverser la table, taper un grand coup et imposer son agenda pour sauver l'avenir de son pays. Et comme il le dit lui-même, la maladie est tellement avancée que le traitement risque de faire très mal. Pour lui, ses droits de douane sont une arme, une vraie, son outil numéro 1 pour rebattre les cartes à l'échelle mondiale, casser le vieux système et selon lui remettre l'Amérique sur pied. Pour bien comprendre comment il compte s'y prendre, il faut regarder de plus près les 3 objectifs cachés derrière son plan. Face à une dette devenue tout simplement insupportable, un des objectifs prioritaires du plan de Trump est très clair. Réduire drastiquement le déficit et ça passe forcément par une grosse coupe dans les dépenses de l'État. Et c'est dans ce contexte qu'il a fait appel à Elon Musk pour créer le fameux DOGE, département de l'efficience gouvernementale, avec un objectif très simple, traquer jusqu'au moindre centime dans les dépenses fédérales, tailler dans tout ce qui est inutile. Your money is being wasted, and the Department of Government Efficiency is gonna fix that. Et Elon, on le connaît. Il n'est pas allé au scalpel, mais à la tronçonneuse. Et en à peine 4 mois, ils ont déjà réussi à couper près de 150 milliards de budget de l'État. Un bon début qui rend encore réaliste leur objectif ultra ambitieux de réduire jusqu'à 1000 milliards de dollars de dépenses. Mais le vrai problème, c'est que même si on part du principe que le Doge atteint son objectif, que Trump également arrête les guerres à l'étranger très coûteuses et inutiles, tout cela, c'est loin, voire très loin d'être suffisant, comme donner un Doliprane à un gars qui a besoin d'une amputation. Et c'est là que Trump sort une autre carte, beaucoup plus audacieuse. Créer une instabilité économique mondiale contrôlée à travers ses tarifs douaniers pour forcer la Réserve fédérale, la Fed, à baisser ses taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que le vrai poids, la vraie urgence, c'est la pression énorme des intérêts que l'Amérique doit payer sur sa dette tous les mois. Plus les taux d'intérêt sont élevés, plus la dette coûte cher à rembourser. Les États-Unis doivent payer des intérêts sur dizaines de milliers de milliards de dollars. Et avec la hausse des taux d'intérêt décidés par la Fed récemment, les intérêts explosent et deviennent insoutenables. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, 2023, les États-Unis ont payé environ 1000 milliards de dollars juste en intérêts. Si les taux restent élevés, cette facture va encore augmenter. Et c'est de l'argent qui ne va pas dans l'économie, qui sert strictement à rien, gaspillé juste à payer la dette passée. C'est pour ça que Trump est prêt à créer un chaos économique, car c'est le seul levier rapide et massif qu'il peut déclencher pour forcer la banque centrale, la Fed, à baisser ses taux. Parce qu'en période de crise ou de tension économique, la banque centrale n'a généralement pas le choix. Elle doit agir pour éviter l'effondrement. Et dans ce cas, ça veut dire assouplir la politique monétaire, c'est-à-dire baisser les taux pour soutenir l'économie. Et une baisse des taux, c'est quoi ? Des emprunts moins chers, de l'air pour les marchés et surtout moins d'intérêts à payer sur la dette. Et donc un soulagement massif pour les finances publiques américaines. Mais voilà, le vrai twist, c'est que Trump n'a aucun pouvoir direct sur la Fed. La banque centrale est dirigée par son président Jerome Powell. Par la loi, elle est 100% indépendante de Washington. Donc même s'il rêve de prendre le contrôle total sur la politique monétaire, Trump est obligé de ruser. Il ne peut pas appuyer sur un bouton et dire baisser les taux. Alors il utilise la seule arme qui lui reste, chaos contrôlé. Il met la pression maximale sur les marchés, sur l'économie, sur les nerfs de tout le système, jusqu'à ce que Jerome Powell soit obligé de réagir. Parce que pour Trump, c'est très simple. Plus les taux sont bas, plus l'Amérique gagne du temps avant de s'effondrer. Et aujourd'hui, le temps, c'est ce qui lui manque le plus. Le deuxième axe stratégique de Trump repose sur un autre levier fondamental. Relancer les exportations américaines à travers le monde dans le but d'améliorer la balance commerciale de son pays. Alors, la balance commerciale, c'est la différence entre ce qu'un pays exporte, ce qu'il vend à l'étranger,
est ce qu'il importe, ce qu'il achète à l'étranger. Si un pays exporte plus qu'il n'importe, il est en excédent commercial. Si un pays importe plus qu'il exporte, c'est l'inverse, il est en déficit commercial. Et ça, c'est un indicateur clé de la santé économique et industrielle d'un pays. Justement, les USA se trouvent dans une situation très délicate avec un déficit commercial qui ne cesse de s'agrandir depuis maintenant près de 50 ans. Autrement dit, depuis presque 1975, ils achètent beaucoup plus qu'ils ne vendent au reste du monde. 2025, le déficit commercial a atteint près de 770 milliards de dollars. C'est l'un des plus gros déficits commerciaux au monde. Pourquoi c'est un problème? Car ça signifie que l'industrie américaine est incapable de produire assez pour répondre à sa propre consommation. Cela alimente fortement la dépendance vis-à-vis d'autres pays et surtout envers leur ennemi économique numéro 1, la Chine. Et pour résoudre cela, il veut baisser la valeur du dollar pour rendre les exportations américaines moins chères et plus compétitives à l'international. Parce que même si un dollar fort a certains avantages comme attirer les capitaux du monde entier, il présente un énorme inconvénient. Il rend les produits américains très chers à l'international. Plus le dollar monte face aux autres monnaies, plus les pays devront débourser de leur monnaie locale pour obtenir des dollars pour acheter ces produits américains. Et dans une économie mondialisée où les géants comme la Chine, l'Inde, le Vietnam proposent des prix cassés grâce à une main-d'œuvre extrêmement peu chère, les produits américains deviennent moins compétitifs. Et résultat, les exportations stagnent, les usines ferment et les emplois disparaissent. C'est là que Trump joue une autre carte. En créant des tensions commerciales, en imposant des barrières douanières, il sape la confiance mondiale dans le dollar, à court terme bien sûr. Donc moins de confiance, c'est moins de demande. Et donc mécaniquement, le dollar baisse. Ce qui permet donc de relancer les exportations américaines, de rendre les produits US plus abordables à l'international et donc d'améliorer la balance commerciale. Le problème, c'est que faire baisser le dollar ne peut qu'être une solution de court terme vu la profondeur du déficit et surtout l'impossibilité de rivaliser sérieusement avec les coûts de fabrication en Asie. C'est justement pour ça qu'un autre volet, peut-être le plus crucial de sa stratégie, c'est de forcer d'une manière ou d'une autre la réindustrialisation massive des États-Unis. Trump le sait, la véritable menace ne vient pas de l'Europe, ni même du Mexique, elle vient de la Chine. C'est pour cela que son objectif final, le plus ambitieux, celui qui donne du sens à tout le reste, c'est la réindustrialisation des États-Unis. Le but, réduire au maximum la dépendance vis-à-vis de la Chine et reconstruire une vraie souveraineté industrielle capable de tenir tête à la plus grande usine du monde. Car depuis 2 décennies, Pékin s'est imposé comme la plus grande usine du monde. Elle contrôle plus de 80% de la production mondiale de batteries, 90% des terres rares indispensables aux technologies modernes, mais aussi une grosse partie des chaînes logistiques globales des ports et des conteneurs. Et pendant ce temps-là, les États-Unis ont vu des millions d'emplois industriels délocalisés, des régions entières appauvries et surtout une dépendance croissante vis-à-vis de leur principal rival stratégique. Et Trump veut inverser cette tendance. Il veut rapatrier la production, relancer l'emploi manufacturier, rebâtir une souveraineté économique. En imposant ses droits de douane, il force presque les grosses multinationales américaines à rapatrier la production. C'était pas juste une question économique, c'est une question de survie géopolitique. Si l'Amérique reste dépendante de la Chine pour ses composants, ses minerais, ses technologies, alors elle ne pourra plus jamais dicter les règles du jeu mondial. Trump veut donc renverser l'ordre mondial en place depuis presque 60 ans. Un système profondément enraciné, défendu par des lobbies, des élites, des puissances étrangères. Est-ce qu'il va y arriver? Ça, c'est une autre histoire. Mais une chose est sûre, le pari est lancé et il est explosif. Mais même les plans les plus ambitieux ont leurs limites. Et le plan de Trump n'échappe malheureusement pas à la règle. Au départ, tout semblait bien fonctionner. Les marchés actions s'effondrent, l'instabilité gagne du terrain et comme prévu, les obligations américaines commencent à monter. Ce qui est logique, quand la bourse chute, les investisseurs fuient le risque et se réfugient généralement dans des obligations d'État considérées comme beaucoup plus sûres. Résultat, le taux des obligations US commençait à baisser fortement, exactement ce que Trump cherchait à provoquer. Sauf que quelques jours plus tard, c'est le scénario inverse qui se produit. Au lieu de monter comme prévu, les obligations américaines se sont mises à plonger en même temps que les marchés actions. Résultat, les taux explosaient à la hausse, mettant la dette américaine encore plus sous pression, une pression extrême, un scénario intenable pour les USA. Et c'est probablement là que Trump a sous-estimé un élément clé de cette partie d'échec, une arme ultra puissante que les États-Unis ont eux-mêmes placée entre les mains de leurs
pire ennemi économique, les bons du trésor américain. Car la Chine est l'un des plus gros détenteurs de bons du trésor américain, c'est-à-dire d'obligations américaines. Dans un moment aussi tendu, elle avait un véritable joker à sa disposition, vendre massivement ses obligations US pour faire pression sur la dette américaine. Et là, petit rappel essentiel pour bien comprendre ce qui se passe quand les obligations sont vendues en masse. Quand le prix des obligations monte, les taux baissent. Et quand le prix des obligations chute, les taux montent. C'est une relation inverse. Pourquoi? C'est assez simple à comprendre. Si tout le monde achète des obligations, leur prix grimpe. Et comme elles versent un montant fixe d'intérêt, le rendement baisse. Alors qu'au contraire, si tout le monde les vend, leur prix s'effondre et du coup, le taux grimpe pour rester attractif. Et c'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis. Les obligations ont été massivement vendues, sûrement par des pays comme la Chine, et du coup, les taux ont explosé à la hausse, mettant toute la dette américaine sous pression. Et c'est ce qui aurait pu provoquer ce dérapage brutal sur le marché, pousser Trump à faire ce que personne n'avait vu venir, capituler partiellement. Alors d'abord, il annonce une pause de 90 jours sur les tarifs douaniers. Alors cette fois-ci, sans inclure la Chine, un message assez clair, je ne recule pas devant Pékin. Le problème, c'est qu'à peine 24 heures plus tard, il change de ton et retourne sa veste. Il accorde une pause même sur certains composants électroniques chinois. Alors, officiellement, protéger les industries stratégiques américaines, beaucoup, c'était surtout un aveu de faiblesse, un signal que la pression exercée par la Chine, discrète mais redoutablement efficace, avait bien fonctionné. Trump 0, Chine 1. La vérité, c'est qu'on évolue aujourd'hui dans un environnement extrêmement volatile, avec une incertitude comme on n'a pas connu depuis des années. Et dans un contexte pareil, tout est encore possible. Comme le disait le célèbre économiste John Kenneth Galbraith, l'impossible arrive au moins 2 fois par an sur les marchés financiers. Et à ce stade, je vois 2 scénarios possibles se dessiner. Soit Trump finit par capituler, revient à une forme de pragmatisme et reconnaît que son plan a en partie échoué, notamment face à la Chine. Il pourrait alors soit négocier rapidement, soit retirer partiellement ou totalement les tarifs imposés à leur encontre. Et ce scénario serait perçu comme un immense soulagement par les investisseurs et pourrait déclencher une envolée haussière spectaculaire sur les marchés. Soit au contraire, il choisit de s'entêter coûte que coûte. Dans ce cas, il pourrait même faire dérailler encore plus violemment les marchés et surtout éroder profondément la confiance du monde entier envers les États-Unis comme partenaire économique fiable. Voilà, maintenant que vous avez toutes les informations, on a remonté toute l'actu, on a décortiqué le plan de Trump, on a vu pourquoi les marchés ont brillé. Et la vraie question, c'est concrètement, vous faites quoi maintenant? Vous subissez ou vous vous adaptez? Et dans la prochaine vidéo, je vais justement vous montrer comment moi, en tant que trader, je navigue cette crise, comment j'ai évité le pire, ce que je surveille et surtout comment je me prépare à profiter du chaos pour faire des gros gains quand les marchés vont repartir à la hausse. Si tu veux pas rater ça, pense à t'abonner et active la cloche de notification. C'était Noam, peace out.